paraît que t'as des propos intolérables. Où y a pas de tolérance. Enculé de ta race. I have come here to chew bubblegum. And I'm all out of bubble. J'ai l'impression d'être un mini-jambiste dans un concours de coups de pied au cul. Salut à tous et bienvenue dans Retour vers le Turfu, le podcast de la pop culture passé, présent, futur. Dans cette deuxième partie de l'émission 45, on va se concentrer sur Daylight de Rob Cohen, toujours en compagnie de Vivien, Pezzo, Yuna, JB et notre auditeur Benji. Daylight sera-t-il mieux classé que Tron ou 2001 l'Odyssée de l'espace? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans Retour vers le Turfu numéro 45, partie 2. C'est parti. Guy's a genius. Right into the tunnel. Oh, we got a live one here. Anybody hear me? Is anybody out there? Oh God, we've got fatalities down here! Alors Daylight, titre international, le Daylight, titre québécois, le tunnel de l'enfer, et je l'ai pas inventé, réalisé par Rob Cohen. Alors Rob Cohen, il a réalisé Triple X, Fast and Furious, Cœur de Dragon, La Légende de Bruce Lee. C'est quand même un grand réalisateur quand même. Hein. Yeah. Du lourd. Fast and Furious, ça passe, hein. Grave. Je préfère Non. ça que Triple X. Tu vois. Le premier. Oui, moi aussi. À la production, on retrouve le Universal Pictures. Au casting, nous avons Sylvester Stallone, Sage Stallone, Amy Brennan, Stan Shaw, J.O. Sanders et Viggo Mortensen. En musique, on retrouve Randy Edelman, bien sûr, avec une musique incroyable que vous Elle écouterez était au nom de l'émission. ultra originale. Grave. C'est tout. Bonne musique. JB, que raconte ce film? Alors, une soirée comme les autres à New York. Ça commence sur un fond de jazz. 3 loupards s'emparent de la voiture d'un riche afin d'amasser un précieux pactole quand soudain, surgissant derrière eux, la marée chaussée se met à les poursuivre. Dans leur fuite, les malfrats empruntent donc un tunnel à vive allure et percutent un convoi garni de produits hautement inflammables. C'est alors que ça fait boum. En réalisant, je rigole. Le tunnel s'embrase et pas mal de monde crame. Malgré tout, quelques chanceux survivent, dont Maddie. Maddie, qui voulait quitter la ville après s'être aperçue qu'elle avait vraisemblablement des problèmes d'hygiène, hein, tant les cafards et autres rongeurs peuplaient son appartement. Hein. Mais la voilà piégée. Piégée dans les méandres de ce tube de béton et d'acier. Oh. Boum. Mais c'est sans compter sur l'intervention de Kit, ancien numéro 1 des secouristes reconverti en taxi, après avoir mal géré une intervention entraînant quelques décès au passage. Effectivement, Kit se trouve alors juste à l'entrée du tunnel lorsque la catastrophe se produit. Il va alors tenter de rejoindre l'intérieur du tunnel contre l'avis du nouveau patron des secouristes, mais, seule solution, un conduit d'aération muni de ventilateurs géants et très mortels qui ne peuvent s'éteindre que pendant 1 minute. Pourquoi? Entre les eaux et les flammes, nos survivants, dont les histoires personnelles n'ont guère d'intérêt, et parce que j'ai un peu la flemme aussi, vont donc tout faire pour sortir. Finalement, livrés à eux-mêmes, tant les secours sont persuadés qu'ils sont tous morts, Kit arrivera-t-il à les mener jusqu'à la surface? Spoil, quelques-uns oui. Quelques-uns, oui. Mais j'ai quand même une question. En vrai, c'est en relisant ton résumé. Si tu transportes des tonneaux hautement explosifs, est-ce que par hasard, tu les mettrais pas dans un convoi qui fait qu'ils sont pas à l'air libre pour éviter qu'ils explosent? Mais non, mais parce que t'as pas suivi. Au début, le mec, il fait, mais il y en a un qui gueule, hein. Il dit, on devrait pas les transporter comme ça. Et puis t'as l'autre, il dit, oui, mais c'est une question de flouze, tu vois, c'est juste, voilà. T'es pas censé les transporter dans un tunnel, en tout cas. Je sais pas. Ouais, ça, ils ont dû changer de, ça, je me souviens, ils ont changé l'itinéraire. Ah oui? Parce qu'il y avait des bouchons, je sais pas quoi, et ils ont fait, ok, on change d'itinéraire. Ils avaient Waze. Alors, ce film où les mecs utilisent Waze a coûté quand même 80 millions de dollars avec l'inflation. Accrochez-vous, le film a coûté, avec l'inflation, 130 millions de dollars. Et il a cumulé sur le box-office mondial 160 millions de dollars de l'époque, donc 80 millions investis, 160 millions de gagnés. Ça Sérieux? Pas mal, ouais. C'est ok, quoi. C'est ok. C'est good enough, comme dirait l'autre. Bah, il a fait quand même le double de son... Oui, de son investissement, Ouais, quoi. mais Mais c'est pas- c'est pas dingue, quoi. C'est pas une explosion, Oh, quoi. c'est pas trop mal. Oui, non, bah, c'est pas un Avengers, quoi. Aux Oscars 97, il a été nommé pour le meilleur montage son,
qu'il n'a pas eu. Normal. Étonnant. Le prix a été filé au film Le Patient anglais d'Anthony Minghella, qui, ce film également, Le Patient anglais, a reçu le prix du meilleur film. Daylight a été également nommé aux Razzie Awards pour le pire rôle pour Sylvester Stallone, prix qu'il n'a pas eu non plus. Décidément, c'est un peu... C'est normal, c'est mérité. Voilà, c'est dans la zone du je m'en fous de ce film. Catégorie Stallone. Le prix du meilleur Stallone. Alors, pour la petite histoire sur le film, à la base, pour le casting, le réalisateur Rob Cohen souhaitait pour le rôle principal Nicolas Cage, chose qu'il a refusé. Putain. On a évité une catastrophe là. C'est vrai que ça aurait été pire. À l'époque, ça va, franchement, ça va. Nicolas Cage a refusé le film car il bossait sur The Rock de Michael Bay. Alors ça tombe bien parce que les producteurs d'Universal ne pouvaient pas blairer sa gueule et préféraient un acteur plus bankable comme Stallone. Alors Stallone à cette époque c'était pas vraiment le feu, il avait enchaîné des films sur lesquels il s'était planté comme les deux comédies L'embrouillé dans le sac ou Arrête où ma mère va tirer, et quand il revient début 90 dans le film d'action Pas de bol. C'est quoi ça? On dirait des titres de films français des années 60. Avec son clavier tu sais. On dirait Mais il était bien ce film Arrête où ma mère va tirer. Je l'ai pas vu moi. Ah c'est fin des années 80 ça. Ouais, c'est fin des années 80 exactement. Bah c'est quand Stallone en fait on avait marre de faire des actionneurs comme les Rambo en fait et Rocky. Il voulait faire des trucs plus allégés pour montrer qu'il avait du talent, sauf que il n'en avait pas vraiment le cas. Donc en fait il a fait des comédies qui se sont tous plantées. Et en fait le problème c'est quand il revient dans le début des années 90 dans le film d'action, pas de bol, il se fait démonter au box-office par des nouvelles stars de la bagarre, dont une que vous connaissez tous. Vas-y. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. For love. Bloodsport. Jean-Claude Van Damme. For justice. Jean-Claude Van Damme. The power of a warrior. The heart of a champion. Jean-Claude Van Damme. Voilà, le cœur d'un champion, Jean-Claude Van Damme qui cartonnait à l'époque et qui avait foutu des branlées au box-office à Stallone. Je t'arrête sur Stallone n'a pas de talent. C'est pas tout à fait vrai. Enfin, si, il joue pas très bien, on est d'accord. Mais s'il a un rôle bien taillé pour sa gueule, en vrai, il joue bien, tu vois. Même, il peut même faire des trucs pas spécialement que de la bagarre. Et bien, dans Rocky, tu vois, ou même dans Rambo, tu vois, Rambo 1. Tu vois, en fait, faut pas que ce soit un rôle trop complexe non plus, tu vois, parce que ça reste Stallone. Mais un rôle adapté, quoi. Tu peux, voilà, si t'écris ton rôle autour de cet acteur, ça passe. C'est horrible. Moi, je suis méchant, mais alors vous êtes pire. J'essaie de le défendre. Toi, tu dis c'est une merde tout court. Non, mais tu laisses sous condition. Tu dis c'est un rôle d'handicapé, donc ça va, quoi. Tu vois. C'est genre, non mais c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'il est un peu débile. Ça a rien à voir. C'est pas la même chose. Alors après la proposition d'Universal Studios, Stallone accepte le rôle sous contrat d'un joli chèque de 17,5 millions de $, soit 20% du budget du film. Et ensuite, il négocie plus de 20%. Il négocie également que son fils Sage soit aussi présent dans le casting. Sage, il joue un des tolards en fait. Il a pris combien 20 millions aussi. Alors le film a été en grande partie tourné en Italie, à Rome, dans les studios de la Cinecittà. C'est un énorme studio, c'est là notamment où a été tourné Ben-Hur. C'est le seul studio disponible qui pouvait avoir une cuve d'eau suffisante pour faire des plans d'action avec une inondation. D'ailleurs, détail complètement con, à votre avis, qu'est-ce qui a été le plus chiant pour la production du film d'après vous? J'adore faire cette question parce que généralement vous êtes toujours à côté de la masse. L'humidité? Non. Filmer sous l'eau? Non. Incruster des trucs dégueulasses pour faire disparaître Viggo Mortensen? Non plus. Viggo Mortensen? Ramener les rats? Non. Non. Fumer? Non. Le chien? Non. Non, c'est plus trivial, c'est vraiment la côté production. Le générique. Avec les LED qui s'illuminent et qui s'envolent. Le générique en 3D dégueulasse. C'était la sécheresse. Non plus. Non, un truc vraiment chiant côté production. Je dirais côté dans les bureaux de la production. Ça concerne. De la compta. Alors c'est presque c'est lié à la compta. C'est presque lié à la compta. C'est l'administratif. Il y a Excel qui a planté. Ah, c'est pas les pas une question de monnaie. Non. C'est pas une question de monnaie. Non plus. Vu que c'est en Italie. C'est une question d'importation, mais d'importation de quoi? Des bagnoles. Les bagnoles. En fait, le problème, américaine, c'est que c'était des voitures américaines, donc il fallait les importer. Punto, ça se fait pas. Voilà. Alors voilà. Du coup, en fait, il y en a un. Il y a un des mecs de la prod, il a passé 3 semaines à faire passer des véhicules américains à la douane européenne pour le décor du tunnel, parce que chaque véhicule devait avoir une carte grise avec une autorisation pour rouler sur le sol européen, même si c'était fait en studio. Vous avez vu le nombre de véhicules qu'il y a dans le film, dans le tunnel?
Vous avez déjà fait une carte bleue. Et ben, faites le compte. Ouais, Je dis pas le temps, la préfecture que tu passes. Le mec, il allait à Noroto, il a donné tout ça, il a fait démerdez-vous. Parce que les mecs, ils voulaient des bagnoles américaines. Ouais. Ils voulaient pas, comme dit, Ils voulaient des Ford, Ils des pouvaient les machins, transporter sur un camion. Oui, Les mais bagnoles. pour les faire. Oh, t'es obligé d'avoir une autorisation. Pour les mettre sur le sol. Pour les voitures t'as des voitures américaines qui sont pas homologuées en France, t'as pas le droit de rouler avec, mais tu peux les avoir. Tu peux les avoir en voiture. Oui, de mais ils étaient obligés. C'est quand Intelli, c'était Pour pas les faire le cas, à exploser, l'époque. ils avaient besoin de rouler, si tu veux. Ah, vous voulez faire péter un véhicule? Ah. Et du coup, Ah, si non, tu zoomes assez sur la version HD, elles ont des plaques romaines. Et il y avait pas la technologie pour faire des doublons? Non, absolument Voilà, pas. on est en combien, 96, 96. Hein. Et le tournage, il a duré 3 mois. Et Stallone ne souhaitait pas dormir dans un simple hôtel. La prod a dû lui payer une chambre d'hôtel au Winston Excelsior, qui est un 5 étoiles palace à Rome. Alors, essayez de deviner à quel montant son hébergement pour un séjour de 3 mois a coûté. En plus de son salaire de 20 millions. Ouais, en plus de son Ah, salaire ça, de c'est les 20 frais, ça compte pas. 2 millions. Non. Oh non, moins. Mais c'est quand même, je trouve pas mal quand même. Il y a 500 un 500 000 million 500 000 1 200 000 400 000 $. 400. Ah, quand même. En comptant le petit-déj et la taxe de séjour quand même. Hein. Oh, ça va en fait. Non, mais en lire italienne, ça fait rien. Ouais. Et là, le mec, c'est, il allait dans son programme de composition, il a mis les trucs simples, basiques. Il a arrangé un peu le truc. Ah, il fait. Ah, bah c'est bien. Vas-y, mets en boucle, c'est Ah bah bon. voilà, bah c'est terminé. C'est la musique de Medicopter en fait. C'est un peu ça l'idée. Alors, Rex, on va commencer avec notre invité. Le film, qu'est-ce que t'en as retenu? Qu'est-ce qui t'a choqué? Qu'est-ce qui t'a troublé? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce film? Alors, qu'est-ce qui m'a plu? Bon, ça va être réglé. C'est-à-dire que Retour vers le Turfu, vous êtes à la recherche du meilleur film de tous les temps, donc bon, bah, faut continuer à chercher. Parce que visiblement, on n'y est pas. Non, mais qu'est-ce que j'en ai retenu? Moi, j'en ai retenu que ça m'a flingué mon samedi après-midi. Ah ouais. Que j'ai payé ce Blu-ray avec mon argent propre et, enfin, c'est crade, quoi. C'est les risques du métier. Non, bah après, ouais, c'est un mauvais film. Enfin, je veux dire, l'histoire est à chier. Ouais, les acteurs, allez, j'en parle pas. Bah, passons, parce que voilà, c'est Stallone. On va dire que ça passe parce que c'est Stallone. Non, bah après, le scénario est merdique. Effectivement, à la fin, il y en a 4 qui sortent, quoi. Donc, le ratio est pas ouf. Ah, il a donné le chiffre. Ouais. JB, maintenant à toi, parce que toi, tu es initiateur de ce film. C'est toi qui l'as proposé dans la liste. C'est un peu de ta faute. C'est un peu de ta faute. Donc, tu vas nous justifier pourquoi déjà l'avoir mis dans la liste. Pourquoi? Alors, pourquoi j'ai mis dans la liste? Parce que je crois que juste avant, dans la liste, j'ai mis Twister. C'est quand même vachement mieux. Et en fait, ce film, il était dans un pack de 2 VHS où il y avait Twister et Daylight. En fait, je kiffais Twister et il y avait Daylight que j'ai dû regarder 1 ou 2 fois, que j'aimais bien mais moins que Twister. Et maintenant, avec le recul, c'est de la merde. Mais c'est au niveau d'un téléfilm, comme je dis, du dimanche après-midi sur M6. Un téléfilm catastrophe, tu vois, genre le tunnel de l'horreur, tu vois, ou des trucs comme ça, tu vois. C'est à ce niveau-là, quoi. C'est divertissant, c'est pour voilà, la ménagère de moins de, de plus de 40 ans, qui aime bien voir des gens. Mais moins de 50. Moins de 5, ouais, moins de 53. Mais voilà, ça se laisse regarder, mais c'est passable, quoi, comme film. Voilà, pour être poli, c'est de la merde, quoi. Voilà, en gros. Ouais, très bien, ouais, formidable. Putain, c'est des critiques aujourd'hui. Moi, je peux défendre le film un peu. Ah bah vas-y. Moi, je l'avais vu quand j'étais gamin. D'accord. Et j'avais bien kiffé. Tu vois, il m'avait marqué ce film, mais j'avais oublié le nom de ce film. Du coup, merci. T'as oublié beaucoup de choses quand même. J'avais vu un film une fois avec un acteur là connu, mais je me souviens plus qui On a c'est. parlé une fois. Il y avait un tunnel. Et en fait, j'avais oublié qu'il existait. Je l'ai mis, je fais ah, mais c'est ça. Et je me suis dit ah ouais, c'était cool. J'avais bien kiffé quand j'étais jeune. J'ai moins kiffé. Ceci étant dit, voilà, j'ai passé un bon moment. Le film est plus que moyen, on est d'accord, mais je trouve qu'il est en fait divertissant. Tu vois, genre le rythme est plutôt pas mal. Tu vois, c'est pas très compliqué. Hein, tu vois, il passe d'une pièce à l'autre, mais je trouve que c'est bien fait. Enfin, ça va. Il y a un truc que j'ai relevé, c'est que par contre c'est un peu too much
Genre, Ça me mec, semblait tellement sobre. c'est un peu too much America trop d'eau. Great Again, tu vois, genre c'est il y a une scène qui m'a fait assez rire parce que c'était genre enfin trop quoi. C'est quand t'as George qui est George, il George joue quoi dans en ce- VF du coup. George, il joue quoi dans ce film en fait? C'est quoi? Il fait quoi en fait? C'est quoi son Ah, c'est le flic. Il tombe sous une voiture. Non, Donc là, t'as Stallone qui lui prend un pot d'échappement pour lui faire une sorte de tuba pour pas qu'il se noie. Et là, genre, t'as tout le monde qui est oh, mais faut l'aider. Et là, t'as genre les 8 pecnos qui étaient coincés dans un tunnel qui se mettent à libérer George pour au final le laisser crever. Comme une merde. Du coup, et en Ouais, fait, mais en fait, il peut ça pas fait 20 avancer. minutes que vous filmez un sauvetage d'un mec et une fois que vous l'avez sauvé, bon bah salut. Donc Ouais. voilà. Non mais c'est vraiment très enfin je trouve ça fait vraiment très Amérique conservatrice quoi. Donc c'est too much quoi. Enfin voilà c'est. On sauve les gens, mais on les laisse crever. Non mais c'est surtout c'est que genre. Quel ensemble, message pour nos enfants? Nous les Américains ensemble, on peut faire de grandes choses. On peut sauver nos amis, tu vois. Pendant ça 20 fait minutes. trop, ouais voilà c'est ça, tu vois. Non, mais après, si c'est trop un boulet, on le laisse, quoi. C'est bon. Ouais c'est ça. Bah, en fait, c'est un peu la scène qu'on voit dans les films comiques des fois où non mais vous voyez bien que je suis blessé, vous avez qu'à m'abandonner. Ouais. Puis les mecs font OK. Ok. Mais c'est ça qui se passe en plus, hein. C'est ok, bah tiens, file-moi le collier de ta femme là que je lui rends à Ouais, la on fin. pensera à toi. Non, avant il fait non, je peux pas faire ça. Et après, il fait, bon, d'accord. Alors qu'après, il se met en danger pour sauver le chien et Ah oui, pour j'aime- sauver la moi, meuf. c'est moi, c'est ce qui m'a plus choqué, c'est alors bon le noir on le laisse dans le tunnel, Voilà, par c'est contre ça. le chien non. Non, faut pas le chien, déconner. Ça surtout c'est pas. mort, hein, pas le chien. Donc bah d'où le côté conservateur du film. Après il y a autre chose, c'est que tout simplement en fait il avait raison au début. Ils auraient dû faire péter le toit, donc ils auraient fait péter le toit en fait. Il y aurait pas eu de mort. Donc, enfin, de ceux qu'on a vus qui étaient survivants, ils seraient tous survivants et il y en aurait pas la moitié qui aurait claqué. Ils auraient bu la tasse et puis c'est bon, quoi. Et voilà, je terminerai par dire que en fait, ce film m'a rappelé que bah j'aime bien Stallone moi, donc du coup. T'étais content de le voir. Ah ouais, c'est kiffant. En plus, c'est un bon film bien Stallone quoi, donc. Comment tu définirais le film Stallone, justement? Stallone Bah, dedans. c'est mauvais mais divertissant. Tu vois, genre en dehors en gros des 2-3 premiers Rocky et des 2-3 premiers Rambo. Sinon en gros Stallone c'est pas ouf hein. Mais par contre c'est toujours kiffant. Il a une belle bouille. Il a une voix un peu. Il est mignon. Enfin, je sais pas, moi ça me fait plaisir. Tu vois, tu sais que tu vas avoir de l'action, de la testostérone. Tu vois, tu vas pas t'ennuyer devant un film. C'est du film popcorn. Et là, enfin très clairement, c'est un bon film popcorn pour moi quoi. Moi, je vais rejoindre un peu l'avis de Pezzo en remettant en perspective que j'ai passé un meilleur moment devant Daylight que devant Tron. Moi aussi. Ouais, ah putain. Ok, un peu le même film. Au moins, il ne m'a pas ennuyé. D'accord. Disons que j'ai surtout eu l'impression d'être dans une bonne comédie, quand même, plus que dans un film d'action. Avec un côté presque jeu vidéo, en fait. C'est genre, tu vas dans un niveau, ah tiens, c'est le niveau où il y a Ouais, du feu. c'est ça, ouais, Hit, allons sauter par-dessus le feu. Après, ah bah c'est de l'eau. Bon, on va aller sous le truc pour échapper à l'eau. Et voilà, tu montes en grade comme ça. Tout à l'heure, Pezzo disait que le film était plus que moyen. Moi, je dirais qu'il est moins que moyen. En vrai, putain, je disais que tu t'es pas fait chier devant. Perso, je me suis pas fait chier non plus parce que j'étais en train de jouer à la console à côté. Ah bah super, ça va bien. C'est-à-dire que j'ai essayé de regarder les 30 premières minutes sérieusement et je me suis rendu compte qu'en 30 minutes, j'avais déjà checké genre pendant 80% du temps mon portable, j'étais là genre vas-y. Non mais après je l'ai regardé quand même, genre j'ai adoré la scène où Vigo disparaît sous une tonne d'ordures en 3D dégueulasse. La pire scène de mort qu'on ait vue pour l'instant dans Retour vers le futur, je pense. Ah non mais il est là debout en mode ah c'est bon je vais mourir, abandonnez-moi, et il meurt. Et Ok. il a vraiment servi à rien. Moi j'ai l'impression genre, qu'il se dit bon tant pis. Oui, voilà. shit Mais, I tried. non, mais en plus, en plus, moi au début, je pensais que c'était un vrai gros antagoniste parce qu'il est présenté comme un gros connard au début du film. Ouais, moi Genre, je pensais en fait c'est le la gros patron du CAC 40 un peu. c'est ça, on le voit à son boulot et tout. Ouais, Au début, genre un peu, tu sais, genre pas mafieux, mais pas cool, tu vois. Non, genre, mais c'est une pour star niquer les gens, un quoi. peu ratée, tu Je pensais qu'il allait choper la place de la meuf, c'est qui fait ah mais je l'ai vu dans le journaux, lui il a fait de la merde, faut pas suivre, c'est un connard. Je pensais qu'il allait prendre sa place justement de toujours remettre en question question. la vie du mec qui sait ce qu'il dit réellement en fait. Mais ça aurait été bien en fait, mais non. Ça aurait été mieux parce que l'autre en fait personne m'a juste énervé, elle sert à rien depuis le début quoi. De vrai, je pensais que personne n'allait mourir selon la règle du si tu l'as vu dans l'introduction, alors il va pas mourir. Ouais. C'est vrai.
parce que quand même ils ont tous frôlé, enfin plus que frôlé, les flammes dans la scène d'explosion qui dure un quart d'heure. Oui, là, qui dure un quart d'heure comme c'était. On s'est dit, me dit mais personne ne peut survivre à ça. Et puis en fait non, ils sortent tous comme des fleurs de leur voiture. En fait, juste pour revenir sur la mort de ce mec-là, en fait, il y a 2 morts, moi, qui sont clichés à crever. Il y a un des prisonniers à un moment donné qui s'oppose à Stallone, qui lui fait de toute façon, enfin, il y a une espèce de bataille d'ego de moi j'ai la plus grande et puis voilà. Celui qui pète tête trouille au tout début en plus. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire toi, hein? Donc il y a lui qui s'oppose à Stallone et juste après il y a le Vigo qui fait moi de toute façon je m'en bats les couilles, je suis riche et je fais ce que je veux, donc il s'oppose à Stallone. Bon dans les 10 minutes les deux sont morts parce qu'ils sont opposés au héros. Je sais pas si c'est un problème de montage ou quoi que ce soit, mais il y a un gros décalage et une latence entre incident et réaction des mecs. Oui. C'est-à-dire, tu sais, genre, ça brûle, ils crèvent pas, machin, etc. Après, t'as le toit qui s'effondre, il y a de l'eau, tu vois tous les mecs qui regardent. Ils disent rien, comme ça. Ouais, il y a de l'eau. Et tu sais, tu dis, allô, vous avez crevé, tu sais. Puis eux, ils regardent comme ça, oh, c'est beau. Alors. Puis après, ils font, mais c'est de l'eau, putain. Mais on va crever. Justement, non, mais c'est bien parce que tu montres un des problèmes du film, le montage est vraiment niqué. Ouais. En fait, j'ai remarqué en regardant le film qu'il y a le montage qui coupe des scènes des fois pendant que les gens parlent. C'est-à-dire que le mec a même pas fini sa phrase qu'on passe au plan suivant. Il y a des fois, et en fait, je pense que c'est la post-production qui s'est en mode rushé, en mode bon allez les gars, on y va là, on a une semaine avant la sortie du film, vous me mettez ça, vous me paquez ça, allez on s'en sort. Et j'ai l'impression que c'est ça parce qu'en fait il y a plein d'erreurs de montage et en plus comme le décalage que tu me dis là de réaction, ça va être lié au montage qui a pas été soigné quoi. C'est le manque de temps quoi. Ça doit être un truc de ouf. Et d'ailleurs j'ai noté un truc qui m'a fait extrêmement rire. Je pense que Rob Cohen a adoré Jurassic Park pour 2 choses. On le voit dans par terre. Quand il met la le main. jouet, le dinosaure et le début du film où on voit t'as la meuf qui va parler à George et en fait elle regarde de la télé comme le plan avec dans Jurassic Park où l'informaticien est en train de limite dire je vous ai baisé tu vois et qui discute avec Samuel L. Jackson par l'écran en fait. C'est aussi le truc de la main dans la merde ou que là il met dans le ciment. Petit clin d'œil. Mais je pense qu'en fait si tu veux Rob Cohen quand il a fait son film et je pense que Stallone aussi il voulait le faire le Jurassic Park, le film catastrophe extraordinaire dans un tunnel. Je pense que c'était un peu ça parce que j'ai l'impression que il y a plein de clins d'œil à Jurassic Park et j'ai l'impression qu'ils ont fait les mecs on va être aussi ambitieux que Jurassic Park les gars on va vendre du rêve les gars. C'est Jurassic Park sans les dinosaures et sans le génie de Spielberg. Du coup, c'est Park. Voilà, c'est Park. Au final ils auraient peut-être dû mettre des dinosaures, ça aurait peut-être été mieux. Mais ouais. non, mais moi, il y a une phrase qui m'a quand même, enfin, je trouve qui résume assez bien le film. C'est une phrase que dit Stallone qui fait ça, c'est avoir des couilles, et vous en avez. Il dit ça à une meuf, et je trouve que c'est carrément le film, quoi. C'est féministe. Hein. On ne parle pas aussi de la fameuse punchline de fin. La blague sur le pont. Voilà. Ça, je crois que c'était le pire moment de ce film. Mais ça, c'est pourquoi? Ça, c'est un teaser pour le prochain. Ils ont prévu Day Night, tu vois, genre. Day Night. Daylight. Nightlight. Nightlight, ouais. Nightlight, ouais. Et après, du coup, ça se termine par prochaine fois, on prendra le périph', tu vois. On prendra le tram. Et là, dans le tram de, c'est un bon ça mercredi. Voilà, en fait, à la base, ça devait être une saga. Mais ils se sont arrêtés au premier, c'est ouais, con. C'est dommage. C'est pas si con que ça, moi je trouve que c'est mieux. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Le saviez-tu? Trop de la merde, mon Alors, gars. vous le saviez-tu, aujourd'hui, j'avais la flemme de vous faire un quiz sur la carrière de Rob Cohen ou Sylvester Stallone. J'ai préféré vous faire un quiz culturel sur les tunnels, parce qu'après tout, nous sommes un podcast d'utilité publique, c'est bien connu. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Petit 1, on va commencer simple. Le tunnel des Mont Blanc. D'où provient le mot tunnel? Du grec. Petit A, du grec tunnelus. Petit B, de l'anglais tunnel. Petit C, de l'allemand Dachweisstag. Petit D, du latin, j'en sais rien, j'ai pas fait latin. Petit C. J'en sais rien, j'ai pas. C'est pas de l'allemand. C'est pas de l'allemand. De l'anglais? C'est de l'anglais tunnel, ouais, effectivement. En même temps, tunnelus, ça sonne pas grec, t'es nul. Ça sonne latin à la limite. C'est pas grec. C'est pas moi qui ai écrit les questions. Ce n'est pas du tout moi qui ai écrit les questions, je ne vois pas de qui vous parlez. Petit 2, quel est le tunnel le plus long du monde? Petit A, le tunnel de Saint-Gothard en Italie. Petit B, le tunnel de Sakon au Japon. Petit C, le tunnel sous la Manche en France. Petit D, le tunnel de Lötschberg en Suisse. Petit C. Non, c'est le tunnel du Saint-Gothard, il est pas en Italie, il est en Suisse. Ok, il a raison, c'est en Italie-Suisse.
Non, il va pas en Italie. En Ita Suisse. Ah, Il va en Suisse italienne, mais il reste bah voilà, il est en Eh, Suisse bah tout le voilà. long. Bah ouais, c'est pareil. c'est oh, pas- ouais, oh. Quelque part, j'avais raison quand même. C'est comme les Chinois du Wikipédia était pas au courant, donc c'est pas de sa faute. Il pas est moi. genre plus long que le Ah, d'ailleurs, celui de, d'ailleurs, eh ben, est-ce que tu- de la Manche. Est-ce que tu sais combien de kilomètres il fait? Cinquantaine, non? Exactement, 57. Troisième question. Quelle expression française utilisons-nous pour nous dire qu'on est en train de terminer un projet ou d'éclaircir une situation compliquée? Je vois le bout du tunnel. Eh, bien joué. Ah, Ça se dit aussi quand on s'apprête à mourir. Non, c'est la lumière au bout du tunnel. Ok, pardon. C'est la lumière, oui, c'est- Petit 4. Est-ce que cette rubrique du saviez-tu sur les tunnels ne serait pas encore un foutage de gueule pour ne pas parler du film? Petit A, oui. Petit B, non. Petit C, de toute façon, j'écoutais pas. Petit C. c'est- Et ouais. En fait, on s'en battait les couilles. De toute façon, j'écoute pas, alors. vous êtes qui? Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que je fais là? Petit 5. Que signifie le sigle SFTRF? Petit A, syndicat français des tractopelles racisés et féministes. Petit B, super formidable tunnel rétrofuturiste. Petit C, service frontalier tunnel de la République française. Petit D, société française du tunnel routier de Fréjus. Petit C. Je Petit sais. D. Petit D, ouais. D, Ah, D, c'est la société française du tunnel routier du Fréjus. Ah, d'accord. Mais pourquoi il y aurait des frontaliers, en fait? Ça n'a rien à voir avec le reste. Les tunnels frontaliers. On s'occupe des tunnels, mais que les frontaliers. Ouais, Que bon, c'est on qui s'occupe longe du Mont Blanc, quoi. Il y a rien d'autre. Petit 6, question numéro 6, pardon. Quelle personnalité est morte J'ai suite à... dit, Voilà, bravo. je t'avais dit dès le début. Maintenant, devinez la question que j'allais poser. C'est pas un Et tunnel, mort c'est dans le un Quel Val tunnel d'Albret. elle est morte? Non, bah non, s'il a dit les Didi. Non. Dans quel tunnel? Mais non, mais devine la question que j'allais poser. Oui. S'il a répondu les Didi. Bah, qui est mort Ah oui, sur le pardon. tunnel du pont de l'Alma? Ça? Voilà, exactement. Est-ce que c'est techniquement un tunnel ou un pont? C'est un Tunnel. tunnel. Question numéro 7. Dans quel film un détenu s'échappe de la prison en creusant un tunnel pendant plusieurs mois dans sa cellule et pour couvrir au maton son trou utilise un poster de Rita Hayworth? Les évadés. Exactement, Les les évadés. Et Prison Break. dernière question, la question numéro 8. Quel est le nom de l'œuvre de littérature où une poche de survivants à une catastrophe nucléaire se réfugie dans les tunnels du métro russe et qui se Métro battent contre 2000. des mutants? 2035, 32, 3. 36. 2033, métro 2033, donné par Je sais que c'est métro Bah, 2030 j'y quelque étais chose. presque. de Dimitri Glukovsky. Ah, ça a donné un jeu d'ailleurs. Ça. Ouais, c'est une trilogie de jeux qui est sortie Ouais. après, adaptée du roman. Et rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Alors, le verdict, pour le rappel du classement de RVLT, on va faire les 5 premiers sont Pulp Fiction, deuxième Star est près de chez vous, troisième 2001, quatrième Fight Club et cinquième Lord of the Ring, la communauté de l'anneau. Et les 5 derniers sont respectivement Camping, Star Wars épisode 1, Le bonheur est dans le pré, Star Wars épisode 3, La passion du Christ, en toute dernière place, qui n'a pas bougé depuis mars 2018. C'est le seul qui bouge pas en fait. C'est le seul qui bouge pas dans le classement, c'est quand même complètement ouf. Hein. Bah, Pulp Fiction, c'est pareil. Hein. Depuis le mois de juin 2018, il n'a pas bougé non plus. Tant mieux. Tant mieux d'un autre côté. Il Ouais. reste là. Commencer avec l'initiateur de ce film. JB, Celui dont à c'est la combien faute. tu mettrais Daylight sur 10? Ah oui. Ah oui, putain, c'est la première fois que tu me fais un coup au-dessus Ouais. de 5, toi. J'ai décidé de rebaisser mon barème. Tu peux t'as préféré 2001 ou Daylight? 2001. 2001, ce serait 3,5 quoi. Voilà. Sur mon nouveau barème 2001, ça serait 3,5, 4. Putain, l'enfoiré. Alors, 3 pour JB pour Daylight. Vivien, Bah, je crois que je vais faire comme JB, je vais mettre 3 aussi. Ouais. 3 aussi. Oui, ça me semble logique. Hein. Je pense qu'on va arriver sur un compromis atomique là-dessus. Il va se retrouver dans le Yola. top 5, mais. Je veux bien avant les notes que j'avais mises. Alors, Demande de l'avis du public. Yuna, t'en avais mis 2 notes. Toi, t'avais mis 4 à Tout Feu Tout Flamme et 3 à Tron Legacy. 3,5. Tac. Tu te rends compte? Eh ben, je vais mettre 4. Ok. Donc t'as David préféré, en PLS. t'as préféré Tron. Mais pas de beaucoup non plus. Ouais, mais tu préfères en fait pour toi Tout Feu Tout Flamme et Daylight, ça équivaut au même plaisir quoi, quasiment quoi. Oui. Bon après c'est vrai que c'est pas les mêmes Un défauts, plaisir- c'est pas les mêmes qualités. Un plaisir relatif. Hein. Bah, tout feu, tout flamme en même temps, ça reste dans le mais thème. dans le thème de Daylight. Là, je pense que De David, l'emmerdement. il va se retourner quand il entend Ah bah il ça. avait qu'à être là. Hein. Moi j'ai envie de te dire voilà. Les hein. absents ont toujours tort. Exactement. Voilà, il y a toujours un Benji, coup pour sortir. Daylight, tu le mettrais combien sur 10?
Sur 10, là, c'est dur parce que bon, c'est vraiment un scénario pourri, les effets spéciaux sont merdiques, et en plus le montage est niqué aussi, on peut le montage est niqué. Puis ça se passe dans un tunnel dans lequel je suis passé, et en fait, c'était un mauvais souvenir de vacances puisque j'étais dans les bouchons. J'ai passé la moitié de mes vacances. Non, mais c'est pas loin. T'as explosé. Parce qu'on n'y roule pas du tout dans leur tunnel à la con en vrai. Donc non, moi je vais rester à 3. Et c'est cher payé. Trio de 3 là. T'as mis une meilleure note que la plupart des gens. Pezzo. Tron, j'avais dû mettre un truc genre 7, un truc comme ça, non? Alors laisse-moi vérifier. Non, peut-être un peu moins. Tron Legacy. 6, non? Tron Legacy, t'as mis 6, ouais. Ouais, 6. Je vais mettre 6. Tu te pétais la gueule. Je vais mettre 6 parce que pour moi, ça. Il y a un peu l'effet. Alors, je vais expliquer un peu l'effet Madeleine de Proust. En soi, je trouve Tron est un meilleur film. Mais par contre, j'ai passé un meilleur moment devant Daylight que devant Tron. Donc. T'as passé un meilleur moment devant Daylight que Tron. Bah oui, parce que Tron, j'aime pas la gueule de l'acteur. Enfin, l'acteur m'a vraiment saoulé. On n'avait pas remarqué. Tu peux le répéter encore une fois dans le prochain épisode, s'il te plaît? Bah, je me tape un mec. Enfin, je regarde un mec qui me. Ça me rappelle mes soirées. Les gars, il est minuit là. Je suis un peu crevé. Non, enfin bref, voilà quoi. Moi, je mets 6. Tu mets 6, putain, l'enfer. Alors moi, je peux pas mettre 2 parce que c'est la Passion du Christ. Je pense que Daylight est un peu mieux. C'est-à-dire en longueur ressentie, ouais. Ouais. Au moins, il a l'avantage d'être un peu court, quoi. C'est pas le même délire. Attends, je regarde dans les films où j'ai mis 3. 3, j'ai mis quoi? J'avais mis Star Wars épisode 3. Et puis surtout, c'est un calvaire, hein. C'est même pas chiant, la Passion du Christ. Ouais, alors c'est presque aussi mauvais que Star Wars épisode 3. Le bonheur est dans le pré, 3,5 j'avais mis. C'est moins de sabre laser. Avec Spider-Man. Ouais, je pense que je vais mettre 3,5. 3,5, ça le mérite parce que c'est quand même... Une bonne note. Ouais, bah je note généreusement peut-être. Il va dans la moyenne. Ouf. Alors Daylight à 3,75. Oh, c'est exactement ce que j'ai dit. Bravo. Il va se classer en dessous de Le bonheur est dans le pré, mais juste au-dessus De Star Wars 3. Ah, c'est parfait. C'est exactement là où il devrait être. Autant vous dire que Star Wars épisode 3 est beaucoup aimé ici. Daylight est l'avant-dernier du classement. Et il est juste entre Le bonheur est dans le pré et Star Wars épisode 3. Tu dis que Star Wars 2 et... Ah non, c'est quoi? C'est qui était avant... C'est lequel qui vient de sortir du flop 5 du coup? Celui-là qui vient de sortir du flop 5, c'est Camping. On a sauvé Camping. JB. Ouais, prochaine étape, c'est le bonheur dans le pré de sauver du top 5. Ouais. Il peut y rester. Hein, alors pour sauver Le bonheur est dans le pré, donc proposez vos films via nos réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram ou Facebook à retrouver le Turfu, ou sur hervéturfu@gmail.com pour envoyer vos idées de films, que ce soit de la merde ou du très bon. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. Alors pour le critique des Durandos, on en a quelques-unes un peu partout et assez variées. Et surtout du positif, bizarrement. On va commencer avec Lily Nelson sur Instagram qui nous met: j'aime beaucoup son côté film d'action, pur divertissement décomplexé. Le suspense est impeccablement géré et on a le droit à du grand spectacle à la Stallone, comme dirait Pezzo, un film à la Stallone, qui certes retourne à l'héroïsme très 80s, mais qui en donne pour notre argent. La scène du ventilo, rien n'y est fait, je suis en sueur à chaque fois. Winston sur Twitter nous dit: oh là là. Voilà. Moi, je suis assez d'accord avec. C'est libre d'interprétation. C'est très bien. C'est libre d'interprétation, effectivement, comme dit Yuna. Super Canard sur Twitter nous dit: un film classique des années 90 avec tous ses défauts, mais surtout toutes ses qualités. Alors ça, c'est vraiment une phrase de politique, ça. Ça veut absolument. Il y a plein de choses qui font que c'est bien, il y a plein de choses qui font que c'est mal. Après, voilà, c'est tout. Ouais, c'est une phrase de politique. Stéphane Fanguin, par message privé sur Twitter, nous dit: Daylight, meilleur Stallone. Non, mais non. Je suis pas d'accord. Mais il cherche lui aussi. Il les a pas tous vus, non? Bon, c'est pas clairement le meilleur. Comme beaucoup de films d'action, si déjà je passe un bon moment de détente, ça me convient. C'est comme un doudou, action, Stallone, je suis client. Voir Sly arriver à la rescousse quand il n'y a plus aucune solution, quoi de mieux. Rob Cohen nous sort aussi de bonnes scènes d'action et de moments héroïques bien clichés mais qui font plaisir. Même le chien est là pour ajouter de la tension. Donc
Donc oui, c'est pas du grand cinéma, mais ça fait du bien aussi, ce genre-là. Anecdote, à chaque fois que je passais sous le tunnel du Mont Blanc, je pensais à Daylight et c'était le film à voir une fois de retour chez moi. Bah, pour une fois, tu vois, je suis d'accord avec lui. Ah ouais, c'est pas possible. Bah si. Ouais, non, mais on n'est jamais d'accord avec lui. Mais pour une fois... Je pense que c'est son meilleur Stallone. Non. Au-delà de la première phrase, sinon tout le reste, c'est bien. Alors, sérieux, j'aime bien le film. Toyo sur Twitter. Vu au ciné, j'avais 15 ans, c'était un 24 décembre, ambiance de Noël, tout ça, et j'avais kiffé. Revu il y a peu, et mon Dieu, ça a vieilli. Le film est resté figé dans les années 90, mais pas dans le bon sens. Tout est cliché du moindre perso au moindre rebondissement. Mais bon, yes, Sylvester Stallone. Et Arthur Froment par hervé-turfan@gmail.com. Je suis obligé de dire bonjour à Arthur parce que à la saison dernière, on essayait de se tirer la bourre pour être le premier à faire le courrier des Durandos, donc bonjour Arthur. Ça va, ça, vous faites un concours en fait, c'est ça. Bah, cette fois-ci, j'ai gagné, je suis sur place. Sur place. Comment tu l'as défoncé? D'ailleurs, tu nous as envoyé ton tweet. Alors, Daylight marque la fin de 2 monuments majeurs, la fin d'un sous-genre catastrophique à échelle humaine, sans invasion du cosmos. Il faudra attendre un peu avec la saga Destination Finale, plus horrifique. Et le départ du désert de Gobi pour Sylvester Stallone, qui marquera un flop de grande envergure, limite rentabilisé pour les diffusions TV. Personnellement, je le compare à un bon portage de Potiron. L'effet huis clos peut donner son petit effet saisissant, tel une promenade en bateau-mouche qui tangue une vague. C'est dire le manque d'implication. Car tout bon potage de Potiron qui se respecte, il faut bien respecter à la lettre la recette. Malheureusement trop salé, cela renvoie à un Stallone qui agite les bras et caractérise trop le mec qui se prend pour le sauvetage des âmes déchues. Trop amer, la réalisation veut transmettre un effet de style et de profondeur en masquant l'effet de rétrécissement d'un lieu commun, mais qui tourne à vide par manque de folie et de plan à tomber du gravier par la gravité. Trop de crème fraîche, le degré de dégoulinant de bons sentiments réglé à la minute près pour remplir le cahier des charges afin que le film ne soit pas trop trashouille ni percutant, fait qu'on oublie le film assez vite. À moins que ce soit encore un coup du duo David Davis et JB Picheron, électricien chevagiste du Pays Basque, qui a encore eu le malheur de se tromper de fusible entre les Sunset Boulevard et le rond-point du Bois Fleuri, et qui ont ramené les visiteurs de Poiré à l'Institut Xavier, en passant par la départementale. Des bisous les gens, et bonne suite d'émission. Beaucoup trop de rêves à la fin. J'avoue. Moi aussi étudié en Alaska. Tu connais les Olympiades esquimaux-indiennes? J'en ai entendu parler. Tu dois être très fort dans la discipline mangeur de Moktouk. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreilles esquimau. Pezzo, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Pixies a sorti un nouvel album il y a quelques... Tu ne serais pas allé voir un concert de Pixies d'ailleurs? Que j'ai vu en concert. Hey. Donc on va parler vite fait un peu de cet album et, alors déjà, et du concert. Déjà on a fait un épisode sur Pixies pour les tonalités. Oui, si vous voulez plus de renseignements sur le groupe. Je vous laisse. Et maintenant, qu'est-ce que tu recommandes avec Pixies? Là ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle alors excusez mon accent, Beneath the Eyrie. Là, c'est Beneath. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Donc, Beneath the Eyrie. Pixies était, en gros, des années 90, fin 80, début 90, génial. Après, ça a été une longue coupure. Ils sont revenus un peu en demi-teinte. Et là, ils sont vraiment revenus, ils ont vraiment réussi à se remettre en scène. Et ils s'égarent très légèrement un petit peu de ce qu'ils avaient fait d'habitude. On garde la signature Pixies, mais on sent qu'il y a un peu de sang neuf dans la musique. Ça, c'est assez agréable. Et l'album est très 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 cool. Il y a plein de super titres. Donc il y a Saint-Nazaire qui parle de la ville de Saint-Nazaire dans le 44. C'est vrai. Casse dédié. C'est vrai. Donc ça c'est cool. Il y a aussi Lost Surfer Muertos qui est une sorte de bon vieux surf rock un peu psychédélique qui est assez cool à écouter. Daniel Bond qui est très bien, Death Horizon. Enfin tous les titres sont vraiment cool et pour le coup l'album est vraiment génial à écouter. Et je les ai vus en concert du coup à Rennes et franchement ils envoient du pâté quoi parce que le set a duré à peu près 2h30. Ah quand même. Ce qui est pas mal. Ah oui. Ah oui. Ils ont enchaîné 40 titres. Ce qui est ce qui est pas mal et en fait les mecs c'était pas fatigué quoi. Les mecs et en fait ça faisait 2 ans qu'ils avaient pas joué quoi, les mecs. Ils coupent pas, c'est-à-dire ils vont brancher leurs instruments et ils jouent pendant 2h30 en fait, genre sans coupure quoi.
Et il a pas perdu de voix, Black Francis. Ils reprennent une grosse, sur une bonne moitié de l'album, ils reprennent un peu leurs classiques, donc Hey, Where is my mind, blablabla. Et sur l'autre moitié, ils font plus de la promo du nouvel album, qui est très bien également. Ils retravaillent certains titres, donc ça c'est assez cool et assez notable pour être noté. Et non, franchement, sans déconner, c'est ultra bien en concert. Donc voilà, si vous avez, là il passe plus en France, mais au prochain album, allez les voir en concert, ça vaut vraiment le détour, quoi. Et écoutez l'album aussi, celui qui est sorti récemment, qui est génial. Benji. Écoute, moi j'avais pas préparé grand chose, mais je peux vous parler du bouquin que je suis en train de lire en ce moment. Alors vu que je l'ai pas encore fini, ça se trouve la fin est à chier, donc donc pour l'instant c'est une prise. Jugez pas pour la fin. Est-ce que tu connais quelqu'un qui t'a dit que c'était bien la fin? Mais alors en fait, je l'ai découvert par le compte Twitter de son auteur. Donc en fait son auteur c'est Gérard Haro, qui est notre ancien ambassadeur de France à Washington, qui est parti en retraite en 2017 ou quelque chose comme ça, et qui cette année a sorti un bouquin qui s'appelle Passeport diplomatique. Et en fait c'est ses mémoires. Et moi qui m'intéresse pas mal à tout ce qui est justement les diplomates, parce que voilà, en tant que Français de l'étranger, je vois des consuls, des ambassadeurs, etc. C'est assez intéressant de voir comment lui il l'a vécu depuis les années 80 jusqu'en 2017. Alors Gérard Haro, il est assez connu pour avoir pris des positions un petit peu controversées, notamment sur Twitter au moment de l'élection de Trump, puisque c'est lui qui a tweeté le soir de l'élection de Trump. Après le Brexit, maintenant Trump, un monde s'effondre, je crois, il a tweeté quelque chose comme ça. Ah oui. Ce qui les diplomates sont pas censés être partiaux et sont pas censés donner d'avis. Mais lui, il est assez intéressant. Il a un regard qui est assez critique sur pas mal de choses. Il a la vue à la fois des Français de l'étranger qui moi m'intéressent puisque j'en suis un, et en même temps il y a tout un tas de choses historiques dont on voit les coulisses diplomatiques derrière, parce qu'il a travaillé à l'ambassade de Tel Aviv en Israël, il a travaillé en tant qu'ambassadeur aux Nations Unies à New York avant de partir à Washington, donc il a navigué un peu dans ces pays-là, et c'est super intéressant pour ceux qui s'intéressent à la diplomatie et à la représentation des Français à l'étranger. Voilà. Et c'est quoi le titre du livre, rappelle-moi? Alors, c'est Passeport diplomatique et l'auteur, c'est Gérard Haro. Ça marche, merci Benji. Yuna. Alors moi, j'ai 2 petites recommandations. Donc, le premier, c'est un film, avant de me juger, laissez-moi finir, qui s'appelle The Room. Oh, c'est de la merde. Ce n'est pas le The Room que Tommy vous Wiseau, connaissez avec Tommy Wiseau. C'est un film fantastique que j'ai eu l'occasion de voir au Festival des Utopiales. Ah, donc, donc rien à voir. C'était le week-end dernier. Et pour faire bref, en fait, c'est l'histoire d'un couple trentenaire qui emménage dans une maison et qui trouve une pièce secrète, c'est The Room, qui exauce tous leurs vœux. Donc ils demandent un verre de coca, et ils ont un verre de coca qui se matérialise devant eux, et ils demandent de l'argent, ils ont de l'argent qui se matérialise, etc. Mais évidemment, ça va tourner pas comme prévu. C'est un film qui est en avant-première, donc j'espère sortira en France d'ici 1 an et demi. 2 ans, 3 ans. Voilà. Donc, essayez de vous en rappeler pendant 1 an et demi, 2 ans. Pour aller le voir. Mais si ça se trouve, il y a un risque qu'il sorte sur un nom différent. En plus, ça peut arriver quelquefois. C'est ça. Ça va être sympa. Bon, en tout cas, The Room, c'est ça. Et t'as le nom du réal ou pas? Je n'ai pas le nom du réalisateur. Je sais que c'est un film franco-luxembourgeois. Ok, ça marche. Voilà. Bon, à voir. Alors, du coup, The Room, dès qu'il sort en France. Et la deuxième recommandation, donc je voulais la mettre le mois dernier. C'est en musique, en fait. Dans mes recommandations YouTube, m'a conseillé un groupe coréen qui n'est pas de la K-pop. Incroyable. C'est de la K-pop alternative, et le groupe s'appelle Balmin Tiger. Repost it like you broke, don't forget to click the story. Toezu holy, 2-prayer emoji. Illuminati watching, they've been watching more bogus. You're soon a GG, my first love story. I'm stressed out, I don't even wanna look at my own face now. Korean Joji, somebody bring the boat out. Going off on off, everybody cold now. Flip the channel back to 0. Follow me. Follow me. 솔직히, honestly, tastes so good. Merci beaucoup, Yuna. Vivien.
Mais moi, je vais vous recommander une série Netflix, un animé encore. Oh, yes. Il est bien, tu vois. Enfin, il est bien, il est chelou, mais pas. Bref, je vais expliquer. En gros, c'est une série, donc c'est Devilman Crybaby. Oui. Donc c'est une série d'animation japonaise réalisée par Masaaki Iwasa. Ouais, le réalisateur de Mind Game. Ouais. Et basée sur le manga Devilman de Go Nagai, qui est un grand manga aussi. Ça reprend globalement la base de la série la base de la trame, quoi. En gros, Akira Fudo est entraîné par son meilleur ami Ryo Asuka dans une histoire de démons possédant les humains dans le but de prendre contrôle de la planète. Le cadre, cette fois-ci, étant plus moderne. Les démons prennent contrôle des corps des individus en leur faisant ingérer des drogues. Des espèces de pilules, quoi, dans des rave parties. Et c'est à une de ces fameuses soirées que notre protagoniste, donc le jeune et timide lycéen Akira, se retrouve malgré lui fusionné avec le démon Amon, ce qui lui permettra de devenir un Devilman. Qu'est-ce que c'est un Devilman? C'est un démon qui a gardé son cœur d'homme. Donc en fait, il a toutes les qualités d'être un démon, c'est-à-dire être super rapide, super puissant, etc. Et ça l'empêche de devenir une sale race qui bouffe, viole, /mutile, pas forcément dans cet ordre-là, et parfois les trois en même temps. À peu près tout ce qui bouge. Donc voilà, et derrière il y a toute une lutte en fait contre tous les démons et sur bien sûr avec une grosse critique de l'humanité, etc., en les comparant sans cesse aux démons, qui est le pire des deux au final, blablabla. Un truc bien nihiliste comme on aime. Ouais. Mais perso, moi j'ai trouvé ça vachement cool et aussi donc très cru, très gore et vachement bien développé en fait. Les personnages sont super bien développés. Je me suis grave attaché au perso. Je suis moi-même devenu un crybaby, je pense, voilà, dans cet animé. C'était beau. C'était beau et putain, d'affilus quoi. Donc voilà. Et c'était quoi, rappelle-moi le nom de l'anime? Devilman Crybaby. Ok, ça marche sur Netflix alors du coup. Ouais. JB. J'ai une petite recommandation. Allons-y. Ça s'appelle le Chasseur de Monde. Chasseur de Monde. C'est une des dernières vidéos de la chaîne YouTube Axolot, alors qui commence à être assez connue. Et donc c'est une vidéo qui va parler de tout ce qui est exoplanète, des recherches dans ce domaine et tout ce qui est autour, tout ce qui est philosophie, etc. Et c'est une vidéo où il y a donc un astrophysicien assez connu qui s'appelle Michel Mayer, il me semble, et Alexandre Astier également dans cette vidéo en guest. Et c'est super intéressant, c'est hyper pédagogique et c'est une sorte de voyage en fait dans l'espace et dans l'univers à la recherche d'exoplanètes et pourquoi on n'a toujours pas découvert d'exoplanètes, pourquoi on pourrait éventuellement jamais en découvrir. Pourquoi c'est la merde? Mais pourquoi on pourrait éventuellement en découvrir et pourquoi? Et l'intérêt. Voilà, et l'intérêt d'en découvrir éventuellement. Et donc c'est une superbe vidéo et voilà. Chasseur de monde, c'est ça, d'Axolot? Chasseur de monde, et après, je vous recommande une deuxième vidéo qui est juste après celle-ci sur la même chaîne, Axolot. C'est l'interview d'Alexandre Astier qui dure une trentaine de minutes, quelque chose comme ça, complète, et qui est super intéressante. Et puis, moi, j'adore Alexandre Astier, donc. Sur sa carrière ou? Non, sur les planètes. Sur les exoplanètes, mais du coup, un dialogue avec Alexandre Astier qui est vraiment. Il échange là-dessus, quoi. Et puis, globalement, toute la chaîne Axolot, parce que toutes les vidéos de la chaîne sont hyper intéressantes. Il y a des voyages, des découvertes, et beaucoup de choses super intéressantes. Et puis, Patrick Beau, celui qui présente l'émission est vraiment super intéressant et on découvre plein de choses, en fait. Cool. Donc voilà. Donc tu nous commandes en fait la chaîne Axolot. La chaîne Axolot et cette vidéo. Ok, bon moi j'avais deux recos. En vite fait. Premier c'est jeu vidéo, c'est Outer Worlds de Studio Obsidian qui est un RPG mix Fallout et Mass Effect pour ceux qui ont les références. En gros, Obsidian c'était ceux qui avaient fait c'est un studio qui a été monté par deux anciens de Black Hill Studio qui étaient les développeurs originels des Fallout, avant qu'ils se fassent niquer la race par Bethesda, et qui se cassent en fait après Fallout New Vegas. En fait, eux, ils avaient fait le 1-2 et Fallout New Vegas, en gros les meilleurs, parce que le pire maintenant est arrivé, c'est Fallout 76, qui est une catastrophe industrielle. Si vous êtes sur Twitter, vous savez pertinemment que vous entendez au moins une fois par semaine, c'est tellement que c'est un gag ce truc. Et en gros, c'est Obsidian s'est fait racheter récemment par Microsoft pour faire des exclusivités. Donc là, on a leur dernier jeu avant que ça passe en exclu Microsoft. Donc, si vous avez une PS4, ne vous inquiétez pas, vous pouvez jouer à Outer Worlds, mais ce sera le dernier jeu avant bien longtemps. En gros, qu'est-ce que Outer Worlds? En fait, c'est un jeu vidéo qui se passe dans l'espace, dans le Turfu en 2300, je crois à peu près. Et vous contrôlez en fait un personnage qui a été évacué d'un
un vaisseau de voyage, en fait, vous étiez en stase et vous êtes évacué par un scientifique fou qui décide que en fait que vous serez son outil pour détruire en fait le conglomérat qui gère l'univers en fait qui s'appelle The Board en VO qui est en gros le gouvernement de l'univers et en gros, vous arrivez sur une aventure toujours avec une écriture ultra soignée sur les personnages, sur les antagonistes aussi. Hein, tout n'est pas blanc, tout n'est pas tout noir, mais tout est gris. Et c'est assez bien foutu en termes d'écriture. C'est moche comme tous les jeux d'Obsidian, hein, bien sûr, faut pas déconner. C'est buggé comme tous les jeux d'Obsidian, mais c'est buggé dans le bon sens. Parce que si vous avez joué à Fallout New Vegas, Alpha Protocol, c'est des jeux à l'expérience vraiment enrichissante et en fait les bugs on les oublie vite. Donc c'est un RPG, un jeu de rôle avec beaucoup de stats, beaucoup de quêtes, un peu redondantes quelquefois. Si on fait 8 heures de jeu quand même d'affilée, on commence un peu à se faire chier, mais ça reste quand même un jeu donc globalement de bon tarif et c'est 59 € je crois qui coûte sur console et sur l'Epic Game Store aussi sur PC. Et franchement je le conseille parce qu'il est vraiment génial. Et la deuxième recommandation, j'en ai un petit peu parlé dans la virgule, c'est la série Watchmen de Damon Lindelof qui est sur HBO en ce moment et qui est fait suite en fait à la BD Watchmen de Alan Moore et je sais plus c'est qui était dans le dessin mais on s'en branle. C'était en fait tout le monde se souvient surtout d'Alan Moore pour le scénario parce que Alan Moore c'est un mec pour rappel qui est un peu taré, communiste complètement fou et qui avait aussi scénarisé V pour Vendetta et les meilleurs Batman en comics. Et la série Watchmen en fait reprend la suite 30 ans après l'épilogue de Watchmen. Pour rappel, Watchmen à la fin il y a des calamars géants qui est envoyé sur New York et ça fait la paix dans le monde parce que dans cette histoire la Russie et les États-Unis étaient en froid. C'est comme si la guerre froide avait monté d'un cran. Et en fait, pour arrêter ce montage de cran, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils mettent un calamar géant au Manhattan et mettent ça sur le dos du docteur Manhattan, justement, qui était un homme bleu. Et en fait, tout le monde lui dit c'est de ta faute, espèce d'enculé, donc tu vas partir sur Mars. Et voilà, c'était la fin de Watchmen. Et la Watchmen, la série, donc, se passe 30 ans après cet événement-là. Et c'est quand même sacrément bien branlé. C'est super bien écrit. La série, elle est vraiment bien foutue, quoi. Enfin, au niveau de l'image et tout, c'est incroyable. Il y a plein d'idées de mise en scène sympas. Et il y a surtout une musique, nom de Dieu. La musique est composée par Trent Reznor et Atticus Ross, qu'on a déjà retrouvé pour la BO de Social Network. Donc les deux gars qui sont fait en fait cette BO magnifique sont derrière la BO de Watchmen. Et si vous aimez l'électro industriel, vous allez kiffer. C'est incroyable du cul. Et franchement, Watchmen, donc regardez. Il y a pas d'autres moyens, c'est vraiment la série actuelle et la série vraiment la meilleure série de cette année d'ailleurs, avec aussi une autre série d'HBO, Succession, que vous devrez aussi regarder, qui est vraiment cool. Je pense qu'on peut se dire que c'est la fin d'RVLT, numéro 45. On peut enfin se reposer. Alors, on va pas faire de tirage au sort après le générique, parce que vous savez pertinemment que le mois prochain, nous sommes au mois de décembre. Et qu'est-ce qu'on fait en décembre? Star Wars. Et ouais, voilà. Donc là, le mois prochain, on fera Rogue One, A Star Wars Story, qui est, spoiler alert, un des meilleurs Star Wars, en fait, finalement. Le meilleur après 2000. On va se battre. Je pense qu'on va se foutre sur la gueule au mois de décembre. Alors, merci Yuna. Merci Benji, surtout de ta visite. Merci à vous de m'avoir reçu. Moi, ça me fait plaisir. Écoute, merci pour les chocolats. Merci pour les chocolats, surtout. Ouais, putain, je les vois, je fais putain, merde. Il va falloir manger ça. Merci Vivien. Merci JB. Merci Pezzo. Merci beaucoup. Retrouvez-nous le mois prochain donc pour Star Wars Rogue One Story. Rogue One Star Wars Story, pardon. hervéturfur@gmail.com pour envoyer vos films et vos critiques de films ou également vos courriers, vos réclamations, tout ça. Twitter et Facebook, Instagram, Retour vers le Turfu pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, retourverleturfu.com pour retrouver tous les épisodes de Retour vers le Turfu et du début de la fin, notre autre podcast sur les séries télé. Partagez un maximum le podcast si vous avez plu, 5 étoiles sur iTunes comme d'habitude, faut pas déconner. Et bisez, putain, je vais pas y arriver. Bisez, le retour du bisez. Bisous et cultivez-vous, bordel de merde. Allez, ciao, au mois prochain. Bisous. Bisous.